sommes Théo et Mathéo, deux chargés de mission de l'association Anophel. Et aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale de l'autisme, nous sommes avec Lucie Michel, aussi appelée l'Original K, qui est une rappeuse qui rappe son quotidien de mère d'un enfant autiste et qui est présidente de l'association Maman Courage. Bonjour. Bonjour Lucie, quand est-ce que tu as commencé à rapper et pourquoi du coup? J'ai commencé à rapper à 14 ans, à chanter beaucoup plus jeune, vers 4 ans. Pourquoi le rap? Je pense que pour certains c'est le sport, pour d'autres c'est la peinture ou autre. Pour moi c'est la musique, clairement, hein, c'est mon truc, c'est comme ça. Donc tu as commencé le rap assez jeune et pourquoi ce nom du coup de l'Original K? Alors, l'Original K, c'est un diminutif de mon ancien nom de scène qui était l'Original K Lindsay, et j'ai décidé de diminuer à l'Original K car quand mon fils est devenu handicapé, on me disait c'est un cas rare, c'est un cas compliqué, c'est un cas exceptionnel, et je disais aux médecins c'est la maman qui va être un Original K, justement un cas spécial, parce que dès le début j'ai été déterminée à comprendre et à sauver mon fils. D'accord, donc ce nom est lié du coup au trouble, à l'autisme de ton enfant du coup. Voilà, ce nom est lié à mon destin de Maman Courage. Et du coup, vu qu'on va aborder le thème de l'autisme et la façon dont ton enfant est devenu autiste, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est arrivé? Parce que c'est vrai que c'est une situation assez exceptionnelle. Oui, comme vous le savez, l'autisme est multifactoriel et de causes encore inconnues pour la plupart. Certaines causes sont identifiées, d'autres pas encore. Mon fils, à moi, est devenu épileptique et autiste des suites d'une encéphalopathie mitochondriale post-vaccinale. Pour traduction, il a eu des dommages neurologiques suite aux vaccinations, malheureusement, voilà. D'accord. Okay. Et c'était à quel âge ça du coup? Donc c'était le 6 mars 2013 et il avait 14 mois. Il avait déjà acquis la marche, il baragouinait certains mots et il avait déjà fait caca sur le pot. D'accord. Comment as-tu réagi du coup quand tu as appris que l'handicap de ton fils, à ces causes-là surtout? Je ne connaissais pas l'autisme et l'épilepsie, donc c'était très dur au début, beaucoup d'hospitalisations. À un moment ou à un autre, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire pour moi d'extérioriser. Et donc j'ai décidé d'utiliser ma musique pour sensibiliser les gens à ce que je pouvais vivre. Il était important pour moi de faire ce que je pouvais faire immédiatement avec ce que je sais faire. Une des spécificités de l'Original K, c'est de parler du quotidien des mamans d'enfants handicapés, épileptiques ou autistes. D'accord, du coup, en parlant de ça, comment la musique ça t'a permis t'exprimer, de te faire entendre du coup? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Quand j'ai fait l'album MC Maman Courage, en 2017, j'étais dans une situation très grave. Donc j'étais exclue de la société, repliée chez moi, enfermée avec mon fils qui faisait encore pas mal de crises d'épilepsie à cette période-là. Cet album, MC Maman Courage, je l'ai fait en me disant il faut que je fasse quelque chose parce que si demain je meurs, tout mon combat... Tout ce que je vis, les gens ne se rendront pas compte, et puis c'est important de prévenir les gens, de les sensibiliser. On gagne beaucoup de temps quand on partage et qu'on échange. C'est un peu la permaculture humaine. Hein. C'est quand on peut partager ensemble des choses, on gagne en apprentissage et en expérience de vie, et on peut avancer ensemble dans la bonne direction, faire les bonnes recherches pour nos enfants. Moi, j'ai besoin d'extérioriser en musique, c'est mon truc. Et ça m'a fait énormément de bien. J'étais loin d'être la seule, on est des milliers, des centaines de milliers de personnes dans des situations comme ça. Donc du coup ça nous a rapprochés, le partage, quand on se sent moins seul, qu'on se sent compris, ça aide beaucoup. Puis à cet album, j'ai fait une chanson en featuring avec notre président. Ce coup de gueule a permis à Malone... c'était pas calculé au départ, hein, c'était juste une chanson pour évacuer. Donc on était plusieurs d'ailleurs à travailler sur ce projet-là. On travaille ensemble, c'est ça qui est important. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres mamans derrière moi. Okay. C'est une armée de mamans. Et ça a permis à Malone d'obtenir une place donc en sureffectif dans un premier temps dans une école pour enfants autistes. Okay. Et dans un deuxième temps d'avoir une place quoi. C'est ce que je demandais et voilà. Mais à chaque fois que que je me suis exprimée sur le manque de place, le manque de formation,
le manque De d'inclusion scolaire et de moyens. Le but, c'était de faire comprendre qu'il n'y avait pas que mon fils. Oui, Je d'accord. ne l'ai jamais fait uniquement pour mon fils. Je l'ai fait pour tous, en fait. Ouais, parce que finalement, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes d'autisme, mais pourtant, il y a très peu d'établissements spécialisés, ou d'établissements en général, en fait, et la plupart du temps, ils refusent les personnes, si j'ai bien compris, qui sont atteintes d'épilepsie. Et justement, ça pose à la fois plusieurs questions que tu peux répondre. D'un côté, c'est quoi le lien entre l'épilepsie et l'autisme? Je pense que c'est intéressant d'en parler. Et puis le deuxième aussi, d'essayer de comprendre pourquoi il y a si peu d'établissements en France, ou pourquoi l'État s'y investit pas plus, peut-être. Ouais. Alors, en effet, en France, on a des centres plus ou moins formés à l'autisme. On va dire, c'est assez compliqué encore au niveau de la formation, mais que pour l'autisme, et des centres plus ou moins formés à l'épilepsie aussi, parce que l'épilepsie c'est compliqué, mais que pour enfants épileptiques. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en France, il n'existe pas de centre pour les enfants épileptiques et autistes. Mais pourtant, on sait que dans la population autistique, il y a 40% qui souffrent d'une certaine manière d'épilepsie. Et dans la population épileptique, une bonne soixantaine de pourcents qui souffrent de troubles comportementaux qui peuvent s'apparenter à l'autisme. Donc du coup, oui, la question se pose de... déjà, rien que dans chaque spécificité, c'est compliqué et il n'y a pas assez de place. Donc c'est sûr que quand on a les deux pathologies, ça devient compliqué. L'épilepsie, c'est clairement mortellement dangereux. Oui. Donc on peut tomber à tout moment, ça dépend des formes, parce qu'il y a 40 sortes de crises d'épilepsie différentes. Mais dans la forme la plus connue, la crise tonique ou myoclonique, on peut tomber et se faire mal, donc forcément il y a une part de responsabilité. Et je pense que c'est ce qui pousse le plus à la réticence de prise en charge, la peur. De même que pour l'autisme, les troubles du comportement, ça engendre la peur de l'inconnu, la peur de ne pas comprendre, la peur de réactions inattendues, des fois d'agressivité. Quand il n'y a pas de communication, l'agressivité est souvent un moyen de communication primaire. Oui. Du coup, que penses-tu qu'il faudra améliorer en fait pour permettre à ton enfant de mieux vivre actuellement? Alors pour mon enfant et tous les autres enfants, ouais. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qu'on pourrait améliorer, surtout dans le corps médical. Un point important, c'est de former les professionnels de santé. Parce que beaucoup de professionnels de santé ne savent absolument pas ce qu'est l'autisme, ce qu'est l'épilepsie, et du coup n'écoutent pas les parents, puisqu'ils sont face à l'inconnu. Et quand on est face à l'inconnu, voilà, encore aujourd'hui, on pense que des enfants qui sont épileptiques le sont suite aux écrans et on va incriminer les parents alors que ça a été démenti depuis longtemps. Et on va penser aussi que les enfants autistes sont des enfants mal élevés alors que ça a été démenti aussi depuis longtemps. Voilà, il s'agit d'un trouble biologique dans la grande majorité des cas, un trouble métabolique, parfois génétique, et qu'il est important de prendre en compte des spécificités de chacun. Donc il faudrait en effet traiter tous les enfants autistes différents, épileptiques ou trisomiques, de la même manière que tous les autres enfants, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on les traite différemment, qu'ils aient accès aux soins comme tous, parce que c'est important, parce que c'est normal, c'est leur droit le plus fondamental. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en compte la spécificité de ces enfants qui ont un fonctionnement différent, un rapport aux autres différent et un métabolisme qui ne réagit pas de la même façon face aux molécules qu'on leur propose, aux traitements et aux protocoles qu'il faudrait adapter à chaque situation. Parce qu'un enfant, comme mon enfant, qui se casse la clavicule et qui arrive à l'hôpital, on ne va pas pouvoir faire comme un enfant normal et lui dire mets-toi là, ne bouge pas, on va faire une radio. Donc ça marche pas du tout comme ça. Et même si dans le protocole on doit faire une anesthésie, dans le cas de mon fils, l'anesthésie ne fonctionne pas sur lui. Donc il faudra sortir des protocoles, essayer de voir plus loin pour réussir à prendre en charge correctement ces enfants-là. Mais ne pas, parce qu'ils sont autistes, ne pas leur donner accès à des choses importantes comme une radio quand on a un os cassé ou une prise de sang toute simple pour voir s'il y a une hémorragie. C'est des choses qui restent importantes pour tous et pour ces enfants-là aussi. On a besoin de plus individualiser le soin, quoi. Plus prendre en compte les particularités de ces enfants-là.
Voilà, prendre en compte les particularités, mais leur donner accès aux mêmes soins que tous les autres. Ok. Ça, c'est un des points importants. Et un deuxième point important, c'est la recherche. La recherche pour soigner clairement ces enfants qui souffrent. Alors après, bien sûr, dans l'autisme, il y a des particularités propres à chacun qui font qui enrichissent tout le monde autour. Donc voilà, il faut accepter les gens comme ils sont. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin de... Ça paraît tellement logique. Accepter les gens comme ils sont. Mais d'un autre côté, quand il y a de la souffrance, quand il y a vraiment des problèmes métaboliques importants, il faut chercher à soigner ces enfants-là. Et l'axe des intestins et du cerveau est à prioriser totalement dans ces cas-là pour réussir à trouver des solutions. Ouais, parce que du coup, comme tu disais, leur métabolisme est différent, donc forcément ils réagissent pas pareil aux médicaments. Et c'est ce qui peut rendre compliqué aussi, pas forcément le traitement, mais la gestion de ces enfants de par leurs parents ou les médecins, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, lorsqu'il va à l'hôpital, c'est compliqué de lui prescrire les mêmes molécules, donc les mêmes calmants, les mêmes anesthésions que tout le monde, parce qu'ils vont pas réagir de la même manière. Et puis peut-être pareil pour l'épilepsie aussi, peut-être qu'ils réagissent pas de la même manière, du coup les médicaments sont peut-être pas les mêmes, ou peut-être qu'on s'adapte pas pareil en fonction de si l'enfant est autiste ou s'il ne l'est pas, dans le cadre de l'épilepsie. Oui. Alors c'est sûr qu'il y a des traitements antiépileptiques qui peuvent créer ou augmenter des troubles du comportement. Par exemple, le Valium, qui est un des protocoles les plus connus en cas d'épilepsie, peut avoir des effets secondaires d'agressivité et de violence, de confusion assez importants. Le Keppra aussi également, enfin voilà, chacun est différent, mais on a déjà identifié que certaines molécules antiépileptiques pouvaient engendrer des troubles du comportement, augmenter les troubles du comportement chez les enfants autistes, qui étaient importants. Et vice-versa aussi, des traitements pour l'autisme, en vrai, il n'en existe pas vraiment, mais des anxiolytiques, des calmants, peuvent augmenter l'épilepsie, parce que ce n'est pas toujours des molécules qui vont faire du bien au corps. Et donc, si le métabolisme est déjà atteint et qu'on aggrave la situation, forcément, l'épilepsie... Voilà. L'épilepsie, c'est un réflexe naturel du cerveau qui envoie une décharge électrique pour dire attention, il y a un problème. Donc, donc s'il y a trop de toxines, ça va éliminer les toxines. S'il y a une lésion cérébrale, il y a une lésion cérébrale. Donc du coup, c'est un réflexe naturel du cerveau. Donc si on empoisonne le corps plus, forcément, le cerveau va dire attention, ça va pas forcément aider. Après, on sait qu'avec des régimes alimentaires, on peut améliorer, dans certains cas, bien sûr, les troubles du comportement pour les enfants qui sont intolérants à certains aliments comme le gluten, le lactose. Voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est reconnu, on n'a plus besoin de le prouver. Ça améliore le comportement. Ouais. Et dans l'épilepsie aussi, dans certains cas, ça permet d'avoir un métabolisme qui fonctionne mieux, moins de toxines, et ça peut aussi améliorer l'épilepsie. Ouais, donc du coup, en fait, tous ces défauts de prise en charge et ces effets secondaires, en fait, vont peut-être renfermer les personnes. Et donc ça peut peut-être aussi poser problème pour les familles. Enfin, j'imagine que finalement, quand on a un enfant qui est autiste, on peut se sentir assez rapidement seul parce que les médecins vont pas venir nous aider et peut-être que nos proches vont venir aussi à reculer parce qu'il y a une charge qui est très importante. Et finalement, tu vis comment toi tout ça en étant mère d'un enfant autiste? Alors pour moi, la plus grande difficulté d'une maman d'enfant autiste, et je sais de quoi je parle, en pleine conscience, c'est de ne pas être écoutée par les médecins. Ouais. Et alors vraiment, si j'ai un message à adresser à nos futurs médecins, nous avons besoin de vous, vous êtes très importants pour tout le monde, mais écoutez les parents parce que c'est la clé. C'est la clé pour comprendre ces maladies, c'est la clé pour avancer dans la recherche, c'est la clé pour adapter les traitements, les protocoles, et il n'y a que ça en fait. Ouais. Il faut qu'on s'écoute mutuellement, il faut écouter les parents parce que c'est les parents qui sont au cœur de l'observation clinique, qui connaissent leurs enfants, en plus surtout quand les enfants n'ont pas le langage, ont des manières particulières. C'est les parents qui vont savoir si l'enfant a un problème, si son comportement est normal ou pas. Oui, et là, voilà. J'ai un exemple. Mon fils, pendant une période, avait un problème. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il était dans un état léthargique, comme s'il avait eu un AVC, clairement. Okay. Donc, j'ai emmené mon fils à l'hôpital et on me dit votre fils n'a rien, il est normal. Et moi, je dis mais non, mon fils en temps normal est hyperactif. Là, il est extrêmement calme, c'est très inquiétant. Donc, on m'a viré des urgences. Je suis retournée une deuxième fois.
parce que ça continuait, Oui. et qu'il était vraiment végétatif, quoi. Et donc on me dit, non, votre fils est calme, c'est tout, il n'y a pas de problème. Et en fait, le problème, c'est que ça ne se voit pas sur le visage, et la plupart des gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne le vivent pas au quotidien. Moi, j'ai un enfant qui court, qui danse et qui chante toute la journée. Toute la journée, il tape sur des casseroles, il fait de la musique, et là, il est bien, il est heureux et il va bien. S'il reste assis et qu'il ne bouge plus pendant 15 minutes, c'est qu'il y a un problème. Et donc, en fait, on a découvert que mon fils était constipé, et en fait, c'était ça. Donc, il a été hospitalisé 10 jours pour ça. Et suite à des compléments alimentaires et un régime alimentaire, on a pu régler le problème, et on a même eu 3 mois sans crise d'épilepsie par la suite. Ouais, ce qui est énorme. Voilà. Mais à l'hôpital, personne n'a fait d'analyse, personne n'a fait... On m'a juste pris pour une folle parce que mon fils était calme. Donc voilà, l'importance d'écouter les parents, de comprendre la situation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, trouble du comportement, ça veut clairement dire qu'on n'est pas dans une situation de dite classique. Ouais. Ouais, je ne sais pas s'il y a de normalité dans ce monde, mais dite classique. Donc du coup, on ne peut pas prendre en compte des paramètres qu'on prendrait en compte d'habitude. Ouais, parce que du coup, tu disais qu'il avait passé 3 mois sans faire de crise d'épilepsie, ce qui est plutôt énorme pour ton enfant, parce que finalement, il fait des crises d'épilepsie quasiment tous les jours, et de très nombreuses fois en plus, c'est pas juste une petite crise par-ci par-là. Ouais. C'est assez important. Depuis le 6 mars 2013, mon fils fait des crises d'épilepsie tous les jours. Ouais. Donc on a eu la première petite période, c'était en 2016, on a eu 48 jours sans crise. J'ai eu un rendez-vous avec 5 neuropédiatres à Nantes, je les salue, pour me demander comment j'avais fait. Comment j'avais fait pour arrêter ces crises qui étaient perpétuelles et qui ne s'arrêtaient jamais. Et donc je leur ai dit, j'ai cherché. Et donc c'était grâce à des compléments alimentaires. Et donc la première fois 2 jours, après j'ai eu 1 semaine, après j'ai eu 1 mois, après j'ai eu 3 mois, et la dernière grande période c'était 6 mois. D'accord, ok. Voilà. Et tu es remonté à quand du coup 2019, Ouais. début 2019, en même temps qu'il est rentré à l'école. Mais là on a encore un spasme par jour, et j'ai encore quelques grosses crises, des crises toniques, qui surviennent, qui ne durent jamais plus de 2 minutes, mais bon voilà, il se blesse pas parce que je suis toujours très attentive, et j'essaye toujours, je passe ma vie à chercher qu'est-ce qui pose problème, et je compte bien trouver parce que j'ai pas le choix. En faisant lien du coup avec ces crises-là, comment ça s'est passé du coup pour toi et ton fils du coup l'année dernière en confinement? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Le confinement, je m'y attendais pas du tout, mais mon fils a été privé de prise en charge, pouf, du jour au lendemain. Et c'est vrai que dans un cas d'autisme sévère, où en plus pendant 4 ans j'ai expliqué au monde à quel point il était important et urgent que mon fils ait une prise en charge de 30 heures minimum par semaine, parce que c'était un besoin vital pour lui, ça fait partie des soins, hein, c'est très important. Ça a été très dur. Et ça a été très dur parce que Malone n'a pas compris. Donc la première semaine, il a cru qu'on était en vacances. Donc ça a été. La deuxième semaine, ça a commencé à être compliqué, mais c'est la troisième semaine que ça a été le pire. Parce que voilà, là, il a compris qu'on n'était plus en vacances. Et du coup, il est devenu très très agressif, très perturbé, et il me réclamait en fait. Il me réclamait, sans le dire, mais dans son attitude, il montrait bien qu'il voulait aller à l'école, quoi. Et ça a été très dur. Du coup, c'est beaucoup d'agression, de griffures, de morsures, de taper, tirer, pousser. Donc c'est comme ça qu'il s'exprime. Et ça a été un gros moment difficile. Donc du coup j'ai demandé de l'aide. Parce qu'il faut savoir demander de l'aide, c'est important. Et donc il a été 1 semaine dans un centre de répit. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse là-dessus, puisqu'il n'existe que 4 places dans la région pour des enfants autistes sévères en répit. D'accord. Et dans des centres d'urgence. C'est du coup des centres de répit? C'est un endroit où peut aller ton enfant quand t'as plus le choix et qu'il faut qu'il aille quelque part parce que t'as besoin de dormir, t'as besoin de vivre, de survivre. D'accord. Parce que les parents sont fatigués quand même. Donc tout parent d'enfant handicapé ayant la notification MDPH, le Saint Graal, a le droit à 90 jours de répit par an. Sauf qu'en vérité,
personne n'a 90 jours de répit par an parce qu'il n'y a pas de place. Et donc là, dans notre région, il y a 4 places à l'IM des Sorinières à Mantes pour des enfants autistes sévères. D'ailleurs, ils vont créer 5 places de plus fin mai, donc c'est une bonne nouvelle. On va être à 9 pour des centaines d'enfants. Donc, au mieux des cas, on peut avoir une semaine dans l'année si si la situation est vraiment urgente et que voilà. Donc j'ai eu cette semaine. Donc après, c'est vraiment pas de la faute de ces centres. Hein. Ouais. Eux, ils connaissent la difficulté que ça engendre et la sécurité qui est nécessaire autour de ces enfants autistes sévères. Mais l'État ne donne pas assez de moyens pour qu'on ait suffisamment et pour qu'on ait nos droits de répit qui soient respectés. Donc du coup, c'est ce que tu dénonçais en plus dans tes musiques, dont la musique Inclusion ferme ta gueule, où tu mettais différentes séquences d'Emmanuel Macron qui venaient à promouvoir l'ouverture de différents centres et écoles en fait pour enfants autistes, alors que d'après ce que tu dis, en fait, c'est pas du tout le cas ici. Il n'y a rien qui a été fait pour ton enfant, il n'y a rien qui a été fait pour les enfants en général, et du coup, c'est ce qui a fait que tu as commencé à prendre la parole sur ce sujet devant beaucoup plus de gens. Alors, il y a des choses qui sont faites, Ouais. mais il faut savoir qu'elles sont toujours faites par les parents d'enfants handicapés. Ouais. Voilà, c'est des parents d'enfants handicapés qui créent des associations, qui créent parce qu'ils voient bien qu'il n'y a rien, il y a des choses, Oui. mais il n'y a pas assez et il y a besoin. Il y a besoin de formation, il y a besoin d'établissements puisqu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et du coup, c'est toujours des parents qui initient des choses, l'État qui récupère d'une certaine façon, et puis on essaye au fur et à mesure de faire un monde meilleur, clairement. Mais voilà, dans cette chanson, Inclusion ferme ta bip, voilà, ça montre vraiment, oui, par A plus B, qu'il y a des promesses qui sont faites et qu'elles ne sont pas appliquées, hein, clairement. Et donc du coup, pour continuer sur la vidéo Inclusion ferme ta bip, dans cette vidéo, tu mets justement un passage où tu dis que le handicap n'est pas Frenchy. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi du coup ? Alors, cette chanson a été écrite en collaboration avec Estelle Ast. Ouais. Donc, le handicap, c'est pas Frenchy. Clairement, ça veut dire que le handicap, c'est pas assez. C'est pas joli, c'est pas beau, on ne s'en vante pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on cache un peu les enfants handicapés dans des IME et qu'on les inclut pas à l'école. Ouais. Et c'est vrai que finalement, la France, en plus, fait pas figure d'exemple dans la gestion du handicap. C'est vrai que c'est ce que beaucoup d'associations de parents et de gens en fait décrivent. La France est souvent dernière de la classe et c'est ce que tu dis aussi dans tes textes. Ouais. Parce que dans les pays voisins européens, même aux États-Unis, il y a une prise en charge en général du handicap qui est bien plus importante. Oui, même les professionnels le dénoncent. On dit 40 ans de retard en France sur le handicap. Oui, clairement, un retard. D'ailleurs, dans le clip de Handicapé, on voit France en retard avec un barrage qui fait qu'on ne peut pas passer, que les enfants n'ont pas accès à l'école, tout ça. Oui, il y a encore beaucoup de choses à améliorer de ce côté-là. Le retard est flagrant. Par rapport à d'autres pays, le retard est flagrant. Et voilà, justement, sur ce manque de place, ce manque d'inclusion, ce manque de soins, ce manque de formation, et le retard est très très lourd. Important. Et du coup, justement, dans la musique handicapée, tu dis que la France, comme tu viens de le préciser, a 40 ans de retard sur le handicap et que les droits des enfants handicapés sont souvent bafoués et pas respectés. Alors moi je dis pas que c'est 40 ans, hein, c'est les gens qui disent 40 ans. Ouais. Après le retard, on l'évalue comme on veut. Hein. Il est là de toute façon, hein, c'est ça qui compte. Hein. Mais donc oui, ne pas respecter les droits des enfants handicapés, c'est un délit, un crime contre l'humanité parce qu'il y a des droits. L'accès aux soins, l'inclusion scolaire, le respect de la vie sociale de chacun, le droit de vivre, le droit de sortir de chez soi, le droit d'avoir des activités. Il y a plein de choses qui ne sont pas respectées en France, oui, et c'est pour ça que je dis face à l'injustice, nous garderons le point levé, parce que oui, c'est une injustice totalement. J'ai voulu inscrire mon fils à la crèche, Oui. Clairement, c'était pas possible.
Et si demain je veux l'inscrire n'importe où, bah, c'est pas possible. Parce que, après, je suis bien consciente que s'il n'y a pas un minimum de formation, la personne ne peut pas l'accueillir. Mais il devrait avoir le droit. En fait, il y a des adaptations qui sont possibles et faisables. Par exemple, dans un parc, il suffit de clôturer le parc ou le bassin, la partie dangereuse, pour que mon fils puisse aller courir hyper heureux dans le parc, quoi, tout simplement. Ouais. Donc il y a des adaptations qui sont possibles pour tous nos enfants autistes. Après, c'est juste toujours une question de moyens et d'envie et de respect de l'autre. Ouais, parce que finalement, c'est une réalité. En France, il y a pour l'instant très peu de prises en charge qui sont faites autour de ça. L'axe le plus important, c'est les soins. Clairement, un enfant autiste ne va pas du tout être traité de la même façon à l'hôpital qu'un enfant lambda. D'ailleurs, ils ont créé Handisoin, une plateforme téléphonique sur Nantes. Donc moi, je sais que quand je vais à l'hôpital avec mon fils, j'appelle Handisoin. Attention, j'arrive. Attention, j'arrive avec un enfant autiste sévère. Donc voilà, il ne faut pas que je tombe sur n'importe quel professionnel, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut adapter peut-être le nombre de personnes qui vont être là, quel médecin va s'en occuper. Et c'est pas trop mal. Bon, après, d'un côté, c'est bien, parce qu'on a peut-être accès à des gens qui sont peut-être un peu plus formés. En tout cas, j'espère que c'était le but de cette plateforme. Ouais. Et d'un autre côté, ça fait attention, il y a un enfant différent qui arrive, on va pas faire comme pour les autres. Ouais. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Parce que finalement, c'est ce que tu dénonces en général, et c'est ce que les parents d'enfants autistes et de parents handicapés vivent souvent, c'est le manque de formation. Mais c'est une réalité pour nous tous, hein. C'est que clairement, face à des situations comme ça, on voit bien que on rentre plus dans les cases qui sont cochées et dans les protocoles et dans les médicaments qui sont à la mode en ce moment. Et voilà, quand le métabolisme ne répond pas de la même façon, ce qu'on entend le plus souvent, c'est l'impasse thérapeutique. Mais on aimerait plutôt entendre expliquez-moi madame, je vous écoute, qu'est-ce que vous en pensez, qu'avez-vous observé, c'est ça qu'on aimerait entendre plutôt et qu'on arrive à trouver des solutions ensemble dans la bienveillance pour nos enfants, plutôt que de dire on va lui donner tel médicament, c'est pas grave s'il y a des effets secondaires, au suivant. Oui, mais c'est beaucoup plus personnalisé finalement, quoi. Oui, voilà, non mais c'est quand même des situations compliquées, donc il faut... chaque personne autiste a son parcours, son histoire, et des difficultés qui sont vraiment pas les mêmes d'un bout à l'autre. Moi, quand Malone avait fait un essai dans un IME de la région, 3 demi-journées, quand on m'envoie un mail en me disant votre fils n'est pas autiste, donc déjà ils remettent en cause le diagnostic, ce qui est assez grave, parce qu'il regarde dans les yeux, il accepte qu'on le touche, là ça montre à quel point il y a une ignorance. Et là on est carrément dans un établissement qui accueille des enfants handicapés, hein. Donc si l'ignorance est à ce point-là dans cet établissement-là, on peut imaginer qu'ailleurs c'est encore pire. Ouais, totalement. Donc toujours la musique handicapée, tu dis que justement la CAF en fait ne paye pas les subventions qui te sont nécessaires par rapport à la MDPH. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça finalement? Parce que c'est vrai que pour des gens extérieurs au handicap, on saisit pas trop le sens du texte. En fait, ce que ça veut dire, c'est bienvenue dans l'enfer administratif de la France, championne du monde de la paperasse. Donc voilà, ton enfant est handicapé. Ouais. Et tu vas faire de la paperasse. Et tu vas en faire un paquet de paperasse. Et tous les ans, tu devras justifier le handicap de ton enfant, faire des certificats médicaux, avoir des bilans de professionnels. C'est assez impressionnant. Tout ça pour à la finale que tes droits, on ne te les file pas et que tu dois aller au tribunal pour faire valoir tes droits. En gros, moi, c'est mon expérience, hein, donc je peux me permettre d'en parler de cette façon-là. Après, ça ne se passe pas aussi mal pour tout le monde. Je crois qu'on n'est pas gâtés dans le département. Mais voilà, en gros, ce que j'explique là-dedans, c'est que quand tu ne peux pas travailler, puisque ton enfant est épileptique et autiste, hein, clairement... En plus, épilepsie tous les jours, c'est très compliqué. Donc, forcément, tu as le droit à... Donc, il y a plusieurs sortes d'aides. Il y a la PCH, où tu es reconnu aidant familial, que j'ai un petit peu obtenu grâce à ma chanson, quand même. Au passage, dédicace.
Et donc sinon, tu as l'AEH, donc l'aide à l'éducation d'un enfant handicapé, qui n'est pas du tout pour remplacer le salaire que tu perds, qui est pour les frais liés au handicap. Donc il n'y a pas de compensation de salaire, ça n'existe pas. Tu perds ton boulot, tu perds ton boulot. Tu as un enfant handicapé. Donc voilà. Donc en fait, c'est le côté administratif pourri du handicap. C'est qu'il faut faire des dossiers pour réclamer des droits, et à la finale on en arrive on a notre papier de 90 jours de répit, on a notre papier d'inclusion scolaire avec une AVS, on a notre papier de centre médico-social par exemple, hein. C'est le choix des parents, hein, de toute façon, qui prime toujours, et donc on a tous nos papiers, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de... Voilà. T'as pas ton papier, tu peux toujours courir. Oui. Mais en vrai, de toute façon, voilà, t'as ton papier, mais il n'y a pas de répit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de... Donc t'as pas ton papier, t'as rien, t'as ton papier, t'as pas grand-chose. Voilà. T'as tout résumé. Dans ta musique handicapée, tu dis aussi que chaque pas en avant est une victoire incommensurable. J'imagine que ça représente pas mal ton parcours avec Malone. Ouais, et ça, c'est vraiment en rapport avec l'autisme. Ouais. Parce que chaque petite victoire, chaque pas vers l'avant, ça veut dire chaque petite victoire, il va tenir sa fourchette, il va dire un mot pour la première fois, il va... j'ai pas d'exemple là, parce que ça c'est compliqué, mais voilà, chaque pas vers l'avant est une victoire incommensurable. C'est que voilà, il y a plein de victoires au quotidien dans l'autisme, des gens qui se rendent pas compte que voilà, être capable de ramasser quelque chose par terre et de le poser sur la table, c'est une victoire, c'est un pas vers l'avant. Et pour obtenir des choses comme ça, la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais nous, c'est des années de boulot des fois, à essayer de répéter la même chose, à utiliser des supports visuels ou autres pour obtenir des choses qui sont normales pour la plupart des gens, mais qui sont très compliquées pour des enfants handicapés. Oui, parce que dans le cas de l'autisme, il y a beaucoup de choses qui sont à apprendre à l'enfant, du coup beaucoup plus qu'un ça dépend, mais dans un autisme régressif, oui. Après, ça dépend des formes d'autisme. Ouais. Ça dépend des formes d'autisme. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne parle pas, qu'on regarde pas dans les yeux et tout ça. Il y a des formes d'autisme où c'est une interaction sociale, des phobies, ça dépend vraiment. Dans la visio qu'on avait fait il y a une quinzaine de jours sur le film T'en fais pas, je suis là. Donc il y avait Erel Lemaire qui est en fait la sœur d'un autre enfant autiste et qui du coup avait en fait participé à la visio avec ses grands-parents et qui disait qu'en fait il y a finalement quasiment autant de formes d'autisme que d'enfants autistes. Voilà, c'est ce qu'on dit, autant de personnes autistes que de formes autistes. Parce que c'est vraiment, si on part du principe que l'autisme est une atteinte du métabolisme, d'une certaine façon ou d'une autre, forcément, chaque métabolisme va réagir d'une façon différente. Donc là, on part vraiment du fait... Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire, dans certains cas, que c'est une forme de différence et qu'il faut accepter la différence. Et que d'un autre côté, on peut se permettre de dire aussi que c'est une atteinte du métabolisme grave et qu'il faudrait trouver des solutions. Donc c'est très large, l'autisme. Très très large. On va donner beaucoup plus d'efforts pour obtenir la même chose que des parents ordinaires, on va dire, qui n'ont pas les mêmes difficultés que nous, tout simplement. Le but ultime pour tous les parents d'enfants handicapés, c'est d'arriver au Saint Graal, l'autonomie. Ouais. L'autonomie pour que nos enfants puissent vivre vraiment. Voilà. Donc oui, on a plein de petites victoires incommensurables parce que pour nous c'est énorme et pour la plupart des gens ils se rendent même pas compte à quel point c'est important. Voilà. Ouais. Bon, écoute, merci à toi, merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Et puis comme vous avez pu le voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à refaire, non pas forcément en profondeur, mais si tout le monde fait déjà des petits pas en avant, ça permettra d'avancer grandement. Pour les parents qui ont des enfants qui sont autistes ou aussi en général handicapés, et puis pour tout le monde. Et en plus, finalement, tes musiques sont assez sympas, et tu pourrais me dire qui sont les personnes qui y participent ? Enfin, finalement, oui, en général.
en général. Après, c'est sûr que c'est de la musique consciente. Ouais. Hein. Je suis une rappeuse qui a l'étiquette handicap collée là, alors je suis discriminée Ouais, malgré moi. C'est pas très Frenchy. c'est pas très Ouais. Frenchy. Et du coup, pour toute l'équipe là qu'on vient de voir, avec qui tu travailles en partenariat pour réaliser tout ça, j'imagine que t'es pas toute seule. Oui, en effet, donc on est une équipe. Donc pour la musique, c'est le talentueux beatmaker Jim Walter qui a fait tout l'album Guerrière et 80% de l'album MC Maman Courage et qui travaille encore avec moi sur le prochain album. La Boucle d'Or, Draloc avec qui je travaille aussi. Pour le mixage, c'est STS Studio. Pour le mastering, Antoine Chabert. Pour les réalisations de clips, maintenant, la plupart du temps, c'est moi, Pleine Conscience Prod. Ouais. Mais je travaille aussi avec Brahim Yacoub, qui est très connu dans son domaine et qui travaille extrêmement bien. Récemment, j'ai travaillé avec Nicolas Bouillet aussi sur la réalisation de certains clips. Des fois, je fais des appels à certaines boîtes avec qui j'aime bien travailler pour des animations comme le clip handicapé. Ouais. Et voilà, donc toutes les informations sont sous les clips. Voilà, toutes les personnes qui participent à vous sensibiliser en musique. C'est vrai que c'est pas commun, mais voilà, rappeuse et maman d'enfants handicapés, je fais ce que je peux avec ce que j'ai comme arme. Ouais, parce que c'est vrai que la sensibilisation, c'est quelque chose d'important et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que finalement, l'autisme, c'est quelque chose qui va devenir très prégnant dans la vie de tous les jours. C'est certaines études qui sont sûrement du coup des études qui placent en fait la barre assez haute, mais disent que peut-être dans quelques années, un enfant sur deux naîtra autiste et donc qu'on en sera confronté, qu'on le veuille ou non, dans de nombreux domaines et pas uniquement dans des domaines liés à l'autisme en médecine, mais aussi en général dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'était important pour nous de faire cette vidéo de sensibilisation aujourd'hui. Et puis merci à toi. C'était un mot à rajouter pour la fin, pourquoi pas. Mais... Oui, alors naîtra ou deviendra autiste, naîtra ou deviendra parce que autiste, c'est important de préciser, puisqu'on a des cas d'autisme suite à des encéphalopathies. On n'est pas forcément avec une encéphalopathie. Bon, après, il y a plein de causes encore à déterminer. Un mot à rajouter, oui, l'autisme est déjà très présent dans notre quotidien, enfin moi dans le mien à fond, mais dans la vie de tous les jours, autour de vous, voilà, ne jugez pas les gens de manière hâtive pour le corps médical dans tous les secteurs. Il est important de se former et d'écouter les parents, parce que si on n'écoute pas, on ne pourra jamais les aider. Ouais. Voilà, la clé de la réussite, c'est d'écouter, de faire un partage d'expérience pour avancer ensemble. Ouais. Très bien. Écoute, merci à toi et puis... Merci à vous. Merci. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bonne continuation à vous et à l'année prochaine.